Dans une université de Tokyo, un homme fatigué tape agressivement ses recherches sur son ordinateur. Il est tellement concentré qu'il n'entend pas la femme qui l'appelle. La femme lui annonce qu'un représentant d'une société pharmaceutique est ici pour discuter de la possibilité d'une recherche commune. Le professeur se lève et se présente comme Kanji Yakutani. Pendant qu'il marche, le représentant continue à dire que ses recherches sont indéniablement de classe mondiale et que de nombreux patients seront sauvés dans les années à venir. Avant de partir, Kanji ajuste soigneusement une photo d'enfance de lui et d'une fille sur son bureau. Il ne se rend même pas compte du temps qu'il a passé à travailler lorsque son alarme se déclenche. Il est tellement surmené qu'il manque de s'effondrer lorsqu'il essaie de se lever. Tout en mangeant, il revient à l'image et se souvient des mots de sa sœur. « Frère, est-ce que je vais aller mieux? Si je prends les médicaments et que je m'endors, je vais aller mieux, n'est-ce pas ?» L'image de sa sœur malade brûle dans son esprit. La tumeur qu'elle avait n'a pas pu être entièrement enlevée. Aucun médicament ne fonctionnait, et il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner. Ces souvenirs poussent Kanji à faire avancer ses recherches. Il finit par terminer un segment. Ça ne lui a pris que de travailler de 3h42 à 4h42 du matin. Il règle le minuteur sur 46 minutes avant de faire une sieste. En essayant de s'endormir, il se demande depuis combien de temps il n'a pas interagi directement avec un patient. Ce matin-là, sa secrétaire vient le saluer. Au lieu de cela, il se réveille ailleurs. Une fille aux cheveux roses l'accueille et l'appelle Maître Pharma. Il s'assoit mais sent qu'il a mal à la tête. Elle lui dit de ne pas se forcer car il a été frappé par la foudre. Kanji est abasourdi par sa propre voix. Ce n'est pas à ça qu'il ressemble. Il regarde rapidement autour de lui pour voir qu'il n'est plus dans son bureau. Au lieu de Tokyo, il voit un magnifique jardin surplombant une ville. Kanji est abasourdi par son reflet. La fille lui rappelle alors son nom, Pharma de Médicis. C'est pourquoi elle se réfère à lui comme Maître Pharma. Ça ressemble à une compagnie pharmaceutique. Est-ce un rêve ou des souvenirs d'une vie antérieure? Pour lui rafraîchir la mémoire, la fille se présente comme Charlotte ou, comme le dirait Maître Pharma, Lotte. Il demande si les bandages peuvent être enlevés, et Charlotte s'empresse de l'aider. Kanji finit par voir la note sur son poignet, la dernière chose qu'il a écrite en tant que scientifique surmené. Sombrement, il l'efface avec son pouce. Pendant qu'il se nettoie, Charlotte est étonnée par la marque sur son bras, disant qu'elle ressemble à la marque sacrée du Panactéo. Elle tombe à genoux en remerciement à ses dieux. Kanji explique qu'il s'agit d'une figure de Lichtenberg, une brûlure qui se forme lorsque la foudre. Pourquoi prie-t-elle? Charlotte explique que c'est le signe que le Panactéo l'a protégée de la foudre. Panactéo est un dieu de la médecine, et il s'agit simplement de les remercier. Tout en marchant dans le couloir, Charlotte lui parle de sa famille. La famille de Médicis est une famille noble de l'Empire du Saint-Fleuve. C'est une maison de pharmaciens royaux, et son père, Maître Bruno, est un archiduc. Ce rang est donné aux nobles aux compétences particulièrement exceptionnelles. C'est même plus élevé que le rang de duc. Maître Bruno est aussi le président de l'école impériale de pharmacie. Elle lui montre des portraits de sa famille, son père, Bruno de Médicis, sa mère, Béatrice, Blanche, sa sœur, et son frère aîné, Pal. Pal étudie actuellement à la faculté de médecine de Novalou. Leur père attend d'eux de grandes choses, en tant que pharmacien et utilisateur des arts divins. Kanji, par réflexe, demande si la magie existe et s'il peut l'apprendre. Cela fait pâlir Charlotte. Son maître a oublié cela, aussi. Kanji lui répond que oui, ce qui la dévaste. Mais tu étais si bon en eux. La capacité d'utiliser les arts divins est la marque de la noblesse. Il peut lui-même exécuter les arts divins de l'eau. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il a oublié? Charlotte ne veut pas y penser. Au pire, Pharma pourrait ne plus être reconnu comme un noble et être chassé du domaine. On dirait que Kanji a du travail à faire. Il essaie de se rappeler les étapes que Charlotte lui a indiquées. Premièrement, imaginez la forme de l'eau. La structure moléculaire de l'eau est la première chose qui vient à l'esprit de Kanji. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, reliés par des liaisons simples. Si je considère les électrons, la marque sur ses bras s'illumine soudainement, le surprenant. De l'eau sort alors de ses mains. Paniqué, il en libère un plein geyser par la fenêtre. Charlotte a été touchée, mais elle est heureuse que Maître Pharma se soit souvenu de faire de la magie. Par la suite, Kanji regarde ses mains. Il n'arrive pas à croire que de l'eau en est sortie. Il se demande s'il peut faire la même chose avec d'autres éléments. Il réussit à créer des choses comme de l'or, du sel et même du sucre. Il peut produire des substances simples et des composés, mais pas des mélanges. Sa main gauche sert à créer des substances, tandis que sa main droite sert à éliminer des substances. Mais seulement pour les structures qu'il connaît. Quand il entend quelqu'un à la porte, Kanji élimine rapidement ce qu'il a créé. Charlotte arrive en courant, heureuse qu'il se soit souvenu de faire de la magie. Mais il y a un autre problème. Est-ce que Maître Pharma a aussi oublié ses connaissances médicinales? Elle l'avertit de faire attention car son père les interroge souvent pendant les repas. On dirait qu'il va devoir réviser de la littérature. Mais c'est beaucoup de littérature. Il les a tout mémorisés, lui dit Charlotte. Apparemment, il a reçu une éducation spéciale en pharmacologie dès l'enfance.
Alors que Kanji parcourt le livre, il se souvient de ce qu'il contient. Il réalise alors que le contenu ressemble aux connaissances médicales de la Terre d'il y a des siècles. En bref, probablement périmé. Kanji finit par entrer dans la salle à manger. Son père reconnaît sa présence et est surpris qu'il soit debout après cette mésaventure avec la foudre. Blanche lui demande s'il va bien, et Kanji la rassure en lui disant qu'il va bien. C'est une famille adorable, vivons avec ce garçon Pharma à partir de maintenant, pense-t-il. Comme Charlotte l'avait prévenu, son père le questionne. Il demande comment faire la pommade Joride utilisée sur ses bras. Même s'il est prêt pour cela, Kanji est toujours nerveux. Cependant, il donne une réponse correcte et détaillée qui satisfait son père. Cela signifie qu'il peut continuer ses leçons avec Éléonore le jour suivant. Sa maîtresse, Éléonore Bonnefoy, le trouve bizarre, quelque chose ne tourne pas rond chez lui. C'est comme s'il était une personne totalement différente. Il l'appelle même Mademoiselle Éléonore alors qu'il avait l'habitude de l'appeler Hélène. Kanji explique que ses souvenirs sont flous depuis que la foudre l'a frappé. « Pharma, tu aurais pu me le dire. » Eh bien, c'était un peu difficile, elle était devant lui. Hélène lui demande s'il se souvient encore des arts divins. Hélène explique que les nobles ont l'aptitude à exécuter les arts divins, et chacun a une divinité tutélaire. Pour lui, son frère et son père, c'est Panactéo. Pour Hélène, c'est Hydrothéo. Il y a 5 attributs aux arts divins, feu, eau, air, terre, et non élémentaires. Ils sont ensuite divisés en attributs positifs et négatifs. Kanji pose une question sur le non élémentaire, et Hélène explique que c'est considéré comme un attribut non standard. Bien qu'il fasse partie de la liste, il n'a pas été vu depuis au moins 300 ans. Kanji demande quel attribut aurait une personne capable de créer n'importe quelle substance. Helena qualifie cet exploit d'impossible. Après tout, les attributs de ce qui peut être créé sont déjà décidés. Quelqu'un avec ce pouvoir serait soit un dieu, soit un monstre. Après qu'Hélène ait trouvé le bon endroit pour s'entraîner, elle se rend compte que Pharma n'a même pas apporté sa baguette. Maintenant qu'elle en parle, Kanji se souvient qu'il y avait une baguette près de son lit. Puisqu'il n'en a pas, elle lui prêtera la sienne pour qu'il puisse lancer une lance d'eau. Elle lui fait une démonstration, et une puissante énergie aquatique sort de sa baguette, projetant une lance d'eau. Avec la baguette en main, il fait une tentative, et elle est si puissante qu'elle fait exploser Hélène. Littéralement. Accablé, Kanji lâche la baguette, et la puissante lance d'eau se dissipe. Hélène s'occupe rapidement de lui, inquiète. Hélène prend rapidement un outil de diagnostic pour vérifier si Pharma a utilisé la plupart de son énergie. Elle lui demande de le saisir fermement. Quand il le fait, il brille en blanc. Cela l'effraie. Incolore et sans limite? Il a des attributs positifs et négatifs? Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec Pharma. Kanji lui demande ce que signifie au-delà des limites, mais Hélène ne peut pas l'expliquer non plus. Aucun praticien n'a jamais dépassé le divinomètre auparavant. Elle voit ensuite la marque sur son bras, et c'est sans aucun doute la sainte marque de Panactéo. Une marque de brûlure normale ne brille pas. Elle l'avertit alors de ne pas tenir le divinomètre devant qui que ce soit. Hélène a du mal à marcher pour rentrer chez elle, étant donné sa mauvaise vue. Kanji court rapidement vers elle pour la guider. Ses mains tremblent quand il les tient. Quand on lui demande, elle dit qu'elle a peur parce qu'elle ne voit pas bien. Ils finissent par faire une pause, et Kanji lui dit de fabriquer des lunettes avec ses doigts. Cela l'aidera un peu. Il en fait même la démonstration lui-même, sauf qu'il voit autre chose. Son doigt. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il le tient, et elle recule. Hélène est surprise de savoir comment il l'a découvert. Il lui dit qu'en faisant ce cercle sur son œil, les problèmes médicaux apparaissent en bleu, et quand il en identifie la cause, ils deviennent blancs. Il lui demande si c'est aussi un art divin. Le Panactéo perçoit toutes les maladies et accorde la médecine. Tout comme l'œil divin du Panactéo. Elle recule de peur, un tel pouvoir n'est pas du tout humain. Hélène fait remarquer que Pharma n'a pas d'ombre, et elle hurle. Même après qu'il ait essayé de l'aider à se relever, elle le fuit de peur. Apparemment, Éléonore ne peut pas lui donner de cours aujourd'hui. La raison? Une forte fièvre. De plus, elle veut démissionner après son congé. Bruno demande à son fils s'il sait pourquoi. Il suggère que la fièvre affecte peut-être simplement son humeur. Son père est déçu de l'attitude d'Hélène. Dans sa chambre, Pharma évalue la concoction et détermine que, d'après ses ingrédients, ce n'est rien de plus qu'une boisson de santé. Si elle a vraiment de la fièvre, il lui faudrait de l'acétaminophène, avec 4 à 6 heures entre les doses. Il attend Hélène dans son salon, pour la voir s'approcher de lui en pleine armure. Elle est sur la défensive avec lui, elle ne fait pas confiance à ce Pharma devant elle. Il insiste pour qu'elle se calme et lui dit qu'il n'est même pas armé. Hélène relève sa visière et demande pourquoi il est là. Pharma lui répond que son père lui a demandé de livrer une potion. Elle tombe alors sur ses fesses et demande s'il s'agit de poison. Pharma lui assure que non. Il lui tend ensuite une ordonnance et explique à Hélène que c'est un type de médicament différent de celui de son père, ainsi qu'une pommade pour ses doigts. Il a même écrit les instructions sur la façon de l'utiliser. Est-ce qu'ils sont empoisonnés? Pharma lui dit qu'il ne lui fera pas de mal et qu'il veut qu'elle continue à être son tuteur. Hélène ne peut pas comprendre cela. Quelqu'un comme lui n'a pas besoin d'apprendre les arts divins ou la pharmacologie.
Elle croit qu'il est une incarnation littérale de Panactéo. Hélène jure de garder le secret de Pharma, même auprès de sa famille. En échange, elle souhaite simplement que sa misérable vie soit épargnée. Il pose une main sur la sienne et dit qu'il a besoin d'elle. Tu sais, en tant que professeur, il n'y a aucun livre dans la bibliothèque des de Médicis sur les arts divins. Il n'y a aucun moyen pour lui de l'apprendre par lui-même. Il ne peut même pas contrôler ses pouvoirs. Tout ce que Pharma veut, c'est qu'elle le traite comme elle l'a toujours fait. Mais il ne veut pas non plus la forcer à penser d'une certaine façon. Pharma s'excuse de l'avoir effrayée et s'en va pour qu'Hélène puisse se reposer. Elle le froisse dans sa main mais change d'avis lorsqu'elle se rappelle l'expression douce de Pharma. Pourquoi a-t-elle peur? Panactéo est un dieu bienveillant qui ne veut pas faire de mal aux humains. Le lendemain, Hélène appelle Pharma Panactéo. La femme est toujours en armure complète. Elle explique que c'est nécessaire si elle doit aider un dieu à s'entraîner. Si Pharma perd le contrôle de ses arts divins, il pourrait faire exploser une ville ou autre. De plus, la pommade et la poudre amère qu'il lui a donnée ont fonctionné à merveille. Et les deux commencent à travailler sur le contrôle de la magie divine de Pharma. Il y a de bonnes parties, de mauvaises parties. Mais dans l'ensemble, Hélène a bon espoir qu'il finira par maîtriser ses pouvoirs. Après un certain temps, Pharma est maintenant de retour à la maison. Il est dans l'escalier en train d'écrire quand Madeleine, une femme de chambre, le salue. Il la salue en retour, puis utilise sa vision divine pour voir si quelque chose ne va pas chez elle. Reflux œsophagite. Juste comme ça, la lueur bleue devient blanche. Un autre serviteur nommé Alfred le salue, et Kanji identifie qu'il a un orgelet. Une lueur blanche. Diagnostic correct. Pour le majordome en chef, Simon, il a détecté une inflammation du pharynx tandis que la servante à qui il parle a une simple rhinite chronique. Cédric, un jeune serviteur, s'approche, et il lui diagnostique une gonarthrose. Pharma pense qu'un traitement non invasif pourrait être le meilleur pour ses genoux. Il se rend alors compte que si une guérison complète est possible, la lumière disparaît. Si ce n'est pas le cas, la lueur reste. Pharma note rapidement ses suggestions sur les soins appropriés à l'état de Cédric. Dans ce monde, l'existence de Pharma est une hérésie. Si son absence d'ombre et ses capacités spéciales sont découvertes, il peut être arrêté ou même exécuté. Pour éviter cela, il doit se rendre indispensable, au moins pour les gens d'ici. Il voit Charlotte entrer et lui diagnostique un eczéma ragadiforme. Pharma travaille au laboratoire et est heureux de disposer d'outils classiques pour fabriquer des médicaments. Pour aider Lotte, il va fabriquer une crème héparinoïde hydratante. Il invoque la glycérine en utilisant ses pouvoirs. Une fois terminé, il lui présente une crème contenue dans un récipient fantaisie. Kanji explique qu'il a simplement pensé à lui en donner puisqu'elle a dit que ses mains se desséchaient à cause de tout le travail. La crème est destinée aux zones sèches, et la pommade stéroïdienne aux endroits particulièrement touchés. Cela rend Charlotte absolument heureuse. Les domestiques sont tous surpris et ravis. Maître Pharma leur a donné des médicaments. Madeleine a pleuré. La jeune fille explique que c'est parce que les domestiques ne reçoivent jamais de médicaments de leur maître, c'est comme ça dans ce monde. Maître Bruno est un pharmacien pour les nobles. Les gens comme lui n'examinent pas les roturiers. Pharma ne pense pas qu'il soit juste de sélectionner les patients en fonction de leur classe sociale. Mais Lotte explique que même si les aristocrates les examinent, les roturiers n'ont pas les moyens de payer les médicaments. Alors qu'il se promène dans le jardin avec Charlotte, il conclut que le problème est le système de classe sociale et la distribution des médicaments. Il n'est même pas sûr que la plupart d'entre eux fonctionnent en raison de l'état des connaissances de cette époque. Un prix élevé pour un résultat aussi minuscule. Pire, les roturiers qui n'ont pas les moyens de se payer des médicaments sont à la merci des superstitions et des impostures, si bien que les taux de mortalité sont élevés. Charlotte interrompt les pensées de Pharma en disant qu'il ne l'a jamais vraiment examiné auparavant. Pharma explique qu'il veut rendre la médecine accessible à ceux qui en ont besoin. Cela devrait faire partie de sa formation de pharmacien. Lotte le qualifie de bonne personne. Il s'en défend, mais elle lui reproche de ne pas faire de discrimination à l'égard des roturiers. Elle sait qu'il sera grand un jour. Le lendemain matin, ses parents sont d'humeur sombre. Bruno informe Kanji que sa sœur a contracté la varicelle. Il semble que ce monde ne soit pas épargné par la varicelle non plus. Sur Terre, c'est une maladie bénigne courante chez les enfants. Est-elle nuisible ici? Son père l'avertit de rester éloigné de Blanche pendant 3 semaines pour s'assurer que la maladie ne se propage pas. Sa mère n'est pas heureuse de cette nouvelle. Blanche sera seule pendant 3 semaines entières, à l'exception des quelques domestiques autorisés à s'occuper d'elle. Son père l'avertit ensuite de faire attention car la varicelle peut toujours réapparaître même après la première infection. Cela surprend Pharma. Même sur Terre, on pensait jusqu'à récemment que l'immunité était permanente. Mais son père sait que la réinfection se produit dans de rares cas. Alors que son père est sur le point de partir pour un appel d'urgence, Pharma remarque qu'il tousse. Plus tard, Pharma fait les 100 pas dans son laboratoire. Pour les médicaments adaptés aux enfants, ses options sont l'aciclovir et le valacyclovir. Et comme il le fabrique lui-même, la structure moléculaire moins complexe de l'aciclovir sera meilleure. Avec cela, une poudre se forme et tombe dans un bol.
Il se faufile rapidement dans la chambre de sa sœur et lui demande si elle est réveillée. Sa sœur lui dit qu'elle se sent dégueulasse, qu'elle a toutes ses bosses et qu'elle se gratte beaucoup. Il la regarde de son œil divin, elle a toutes les lésions caractéristiques de la varicelle. À la mention de médicaments, Blanche se cache sous ses draps. Pharma lui dit qu'ils peuvent le cacher sur des macarons pour en atténuer le goût. Elle est choquée par cette idée, mais il lui assure qu'ils peuvent le faire. Mais pas pour tous les médicaments, alors elle devrait lui demander d'abord, d'accord? Cette situation déroute Blanche. Leur père lui a dit qu'il n'existait aucun médicament pour ce qu'elle a. Pharma explique rapidement, mensonge, qu'il l'a trouvé dans un nouveau livre. Un des livres de père. Pourquoi n'est-il pas au courant si c'est un des livres de leur père? Kanji trouve une excuse, leur père est très occupé, il n'a probablement pas encore eu le temps de lire cette partie. C'est pourquoi c'est leur secret. Il avertit également Blanche de ne pas gratter les ampoules ou le virus. Virus, demande la fille. Dans ce monde, ils n'ont toujours pas le concept de virus ou de bactérie. Blanche est curieuse au sujet de ce virus. C'est comme un esprit maléfique qui est trop petit pour être vu, explique Pharma. Après avoir appliqué la pommade, Blanche dit qu'elle a l'impression que Pharma est différent ces derniers temps. Pharma lui donne une tranche de fruits pour la calmer. Il n'y parvient pas. Et tu ne m'as jamais nourri comme ça non plus. Mon frère, tu es vraiment, vraiment gentil, dit la fille la bouche pleine. Un souvenir surgit. Tout ce qu'il a étudié, c'est pour sa sœur. Une expression de douleur se lit sur son visage. Quelques jours plus tard, Bruno va voir sa fille unique et Blanche lui dit qu'elle n'a plus mal mais qu'elle a faim. Leur père ne peut s'empêcher d'être surpris par sa guérison rapide. Farmer est de retour dans le laboratoire. Il ne peut s'empêcher de penser à quel point il est anormal, même selon les normes de ces circonstances extraordinaires. Il peut créer et détruire des substances, sa main gauche peut l'aider à détecter des problèmes médicaux, et sa main droite lui permet d'agrandir les choses. Il n'a pas non plus d'ombre. Est-ce parce qu'il est déjà mort une fois? Ses capacités finiront-elles par avoir des conséquences sur son corps? Il termine enfin ce sur quoi il travaille, un microscope simple de Lowenweck. Grâce à lui, il peut observer les choses en haute résolution sans utiliser sa main droite. Il pourra peut-être même montrer à Blanche à quoi ressemble une bactérie. Pharma entend frapper à la porte, et il s'agit en fait de leur majordome, Alfred. L'homme lui dit que son père veut le voir immédiatement. Bruno dit à Pharma qu'ils ont une visite d'urgence à domicile pour Sa Majesté l'impératrice et qu'ils doivent se dépêcher. Bruno dit à son fils que l'état de l'impératrice s'est aggravé. L'homme est pris d'une violente quinte de toux lorsqu'il annonce la nouvelle. Un homme fait les 100 pas, visiblement agité. Il s'agit de Claude, le médecin-chef de la cour, qui attendait Bruno. Il lui annonce que les poumons de l'impératrice se sont considérablement affaiblis. Les deux hommes s'inclinent et finissent par rencontrer l'impératrice de la nation, Élisabeth II. Avec l'aide de Pharma, Bruno dépose un peu de sang de l'impératrice dans une éprouvette et utilise sa magie pour établir un diagnostic. Il consulte même un astrologue, qui leur dit que le mouvement des étoiles est terrible. Dans ces conditions, Bruno craint que l'impératrice ne connaisse sa fin. Pharma est déconcerté par ses propos. Ils ont déterminé cela en utilisant les étoiles? Cela n'a aucun sens. Il ne peut que collaborer avec son père pour ne pas éveiller les soupçons. Pharma fait remarquer que dans ce monde, les pharmaciens ont un pouvoir de prescription indépendant. Il sent l'odeur de l'opium et de la mandragore dans la concoction que son père est en train de faire, pour les effets engourdissants. L'impératrice demande faiblement à Bruno d'être honnête. Elle ne peut plus être sauvée, n'est-ce pas? Il ment et lui dit que ce traitement fonctionne et peut l'aider à mieux respirer. Cependant, Pharma sait que rien ne peut guérir cette maladie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est atténuer ses souffrances jusqu'à sa mort. Le médecin demande à ce qu'une personne appelle le prêtre, car le lendemain soir pourrait être le bon moment. Pharma est intérieurement furieuse. Il jette rapidement un coup d'œil à l'impératrice et passe rapidement en revue les différentiels. Cancer du poumon, bronchectasie, pneumonie, à l'évocation de cette maladie, certaines parties deviennent blanches. Il ne s'agit donc pas simplement d'une pneumonie. Tuberculose? À ce moment-là, les poumons de l'impératrice deviennent blancs. La tuberculose, la mort blanche. Comme il ne peut pas injecter le médicament, il peut l'administrer par voie orale. L'esprit de Pharma s'emballe. Il peut penser aux 4 différents médicaments nécessaires pour traiter cette maladie. L'un d'entre eux est la rifampicine, mais elle a un poids moléculaire élevé et une structure complexe, il sera donc difficile de l'imaginer avec précision. Pharma réalise que c'est ce que cela signifie de traiter directement avec un patient. On dirait que même son père l'a compris. Soudain, le jeune prince Louis se précipite en larmes au chevet de sa mère. Il lui demande quand elle ira enfin mieux. Les personnes présentes dans la pièce fondent en larmes car elles savent pertinemment qu'elle n'est pas prête de guérir. Voir les larmes du prince réveille quelque chose en Pharma. Il s'approche soudainement de l'impératrice et lui demande si elle l'autorise à la soigner. Il a pensé à un nouveau médicament pour sa maladie. L'impératrice est intriguée, mais maître Bruno réprimande son fils pour cet acte téméraire. L'impératrice Élisabeth dit alors à Pharma, « Tu connais un médicament? C'est-à-dire que vous connaissez aussi le nom de mon mal ?» Pharma répond qu'il croit le savoir. Claude tente de l'interrompre, mais l'impératrice le réprimande.
En tant que femme saine, elle était autrefois la plus puissante praticienne des arts divins. Elle peut décider en qui elle va croire. Pharma est le seul à ne pas l'avoir abandonnée. Il enferme son père à l'extérieur du laboratoire et commence à dessiner la structure chimique de la rifampine pour pouvoir la créer correctement. Il place une main sur un récipient et le crée en utilisant sa magie divine. Il s'illumine dans la lumière sacrée qui entoure Pharma. Il n'aura qu'à accent grave Bruno enfoncer la porte pour entrer dans la pièce. Il traite Pharma de ridicule, personne au monde n'a de remède contre la mort blanche. Donc, son père sait. Il l'a découvert sans aide spéciale, ou sans connaissance d'une vie antérieure. Il est vraiment étonnant. L'homme lui dit qu'être pharmacien ne consiste pas à brandir inutilement son savoir. Il doit aussi utiliser ce savoir pour soulager le cœur du patient. Pensée Y, la mort blanche est une maladie incurable. Toute cette entreprise ne fera que pousser l'impératrice au désespoir. C'est irresponsable de dire qu'il y a un nouveau médicament. Mais Pharma n'abandonne pas, il insiste sur le fait que le médicament existe. Et son père doit le prendre aussi. Il se retourne alors pour continuer à créer le médicament, mais son père lui arrache le papier de la main. Il se retourne et voit Bruno brandir sa baguette, avec des lames de glace à portée de main. « Qu'est-ce que tu es en train de formuler maintenant » demande Bruno. Pharma ne répond pas mais lui dit de ranger sa baguette. Il pourrait détruire tout le laboratoire. Son père refuse d'écouter et l'accuse de fabriquer du poison. Les lames de glace se lancent sur Pharma, qu'il bloque rapidement. Il crée alors un mur de glace entre eux, choquant son père. Il peut faire ça sans baguette ? Ou en utilisant une incantation. « Qui es-tu » Bruno demande. « Je te le demande encore une fois, qui es-tu au juste ?» Pharma ne peut pas lui répondre. Bruno voit que le journal de Pharma est sur son côté et le parcourt. Il demande à Pharma de quoi il s'agit, et celui-ci répond qu'il s'agit de la connaissance de nouveaux médicaments. Il en a rêvé lorsqu'il a été frappé par la foudre. Son père remarque aussi que Pharma a la marque sacrée. Le Panactéo lui a-t-il accordé cette révélation ? Pharma ne veut pas mentir, alors il dit qu'il ne peut pas vraiment dire si c'était le dieu. Bruno est soulagé et étonné à l'idée que le Panactéo ait béni son fils. Il supplie son père d'administrer au moins le médicament à l'impératrice. S'il le fait, son statut à la cour sera préservé. Mais Bruno refuse. C'est à lui qu'il reviendra de donner le médicament préparé par Pharma. De plus, c'est en Pharma que l'impératrice avait confiance. Elle a parié sa vie sur le médicament qu'il prépare pour elle. Étant donné cela, Pharma, lui aussi, doit jouer sa propre vie pour lui donner ce médicament. Pharma relève le défi et détruit le mur de glace qui les sépare. Ces nouvelles capacités dont dispose son fils à l'heure actuelle sont choquantes. L'attribut de Pharma a toujours été l'eau, il peut la produire, mais il ne peut pas l'éliminer. Pharma se détourne à nouveau et, cette fois, se concentre sur la création du médicament. Enfin, le moment est venu. Pharma entre pour administrer le médicament. Il se couvre aussi le visage. Claude demande si son père s'est enfui, et le garçon lui répond qu'il n'a rien fait de tel. Il s'incline ensuite devant l'impératrice et lui présente le nouveau médicament. Lorsque Bruno arrive dans la pièce, Claude lui demande pourquoi il n'arrête pas son fils. Bruno lui répond que les compétences de ce garçon ont déjà dépassé les leurs. Avant d'expliquer les effets du nouveau médicament, Pharma souhaite obtenir la coopération de l'impératrice. Il lui montre un échantillon de crachat qu'il a obtenu plus tôt, ce qui la trouble. Il l'incite ensuite à l'approcher de la lumière et à regarder à travers le trou. Là, elle voit des créatures qu'elle ne peut pas reconnaître. Elle demande à Claude d'y jeter un coup d'œil, et lui aussi est choqué par ce qu'il voit. Maintenant, tout le monde regarde ces étranges créatures. L'impératrice demande à Pharma d'expliquer ce dont ils viennent d'être témoins. Ce sont des bactéries, et le corps de l'impératrice est affecté par elles. Dans ce monde, il y a des maladies causées par ces êtres. Si le médicament est pris correctement pendant 6 mois, on peut s'attendre à une guérison complète. L'impératrice lui dit alors que son explication a vraiment bouleversé leur compréhension de la maladie. Elle prendra son médicament. À partir de ce jour, il devra observer et administrer directement le médicament à l'impératrice. Il boit ensuite le médicament pour montrer qu'il n'est pas empoisonné, et l'impératrice fait de même. Pharma se dirige vers le public et lui dit qu'une fois l'impératrice guérie, cela signifierait que la mort blanche cesserait d'être incurable. Plus jamais nous ne craindrons cette maladie, annonce-t-il. Sur le chemin du retour, Bruno ne peut s'empêcher de réfléchir à la Pharma qu'il a devant lui et se dit qu'un pharmacien doit être proche de ses patients et avoir plus de cœur que d'habileté. Il l'a fait avec ses patients mais n'a pas su être un bon père pour son fils. Il ne sait pas ce qu'il pense ni ce qu'il ressent, malgré cela, je peux dire que le garçon devant moi n'est pas le Pharma que j'ai connu. Une fois arrivé à la maison, Pharma essaie de rompre le silence entre lui et Bruno. Il lui dit combien il est heureux que l'impératrice ait enfin réussi à bien dormir. Bruno dit qu'il est sûr que son médicament a aidé. Sur ce, Kanji remet le médicament à son père. Enfin, s'il est prêt à les prendre. En soupirant, Bruno lui dit que Panactéo l'a béni. On ne peut pas comprendre la volonté d'un dieu. Mais Bruno reconnaît que cela signifie seulement que, même en tant que vieil homme, il peut encore s'améliorer. Il prend finalement le médicament et dit « Si la divinité tutélaire le veut, alors je dois obéir ».
Pharma n'est pas d'accord. Malgré ses connaissances, il n'a toujours pas compris les besoins d'un patient proche de la mort. C'est quelque chose que Bruno lui a appris. Même s'il a des capacités divines, il a toujours des lacunes. Il a donc besoin de son père pour le guider et qu'ils marchent ensemble sur le chemin de la médecine. Alors que le soleil se lève sur eux, ils partagent un moment, sous le regard de Béatrice, Blanche et Charlotte. Même si cela ressemble à la fin, pour Kanji, ce n'est que le début de sa nouvelle vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.